Salut Tomnes, aujourd'hui je vous propose de parler d'un gladiateur un petit peu rare, à savoir Lécédère. Comme son nom l'indiquerait, Lécédère serait un gladiateur qui aurait combattu sur un char. Cependant, outre qu'aucune source iconographique ne se rapproche ni de près ni de loin de cette théorie, les textes antiques ne vont pas non plus dans ce sens. Pourtant, ce gladiateur existe bel et bien, et il est possible de reconstituer les gestes techniques qui lui sont propres. Dans ce cas, je vous propose d'aller voir ensemble ce qu'il en est et de partir explorer les sources textuelles. Nous allons tout de suite nous débarrasser de l'étymologie. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'étrusque, ce n'est pas du thrace, et c'est certainement un mot d'origine celte. En effet, le terme Ecedum est employé au moins chez César pour désigner le char que conduisaient les combattants bretons. Les ennemis qui avaient progressé jusqu'au fleuve avec la cavalerie et les chars commencèrent, depuis une position en hauteur, à nous barrer le passage et à engager le combat. Donc dans ce passage des commentaires sur la guerre des Gaules, plus exactement au livre 5, paragraphe 9, César fait donc mention de chars qui sont bel et bien indépendants des troupes de cavalerie. Nous sommes donc bien là dans un contexte militaire. En revanche, Cicéron utilise le terme Ecedum en dehors de tout contexte guerrier pour désigner tout simplement une voiture attelée de chevaux, apparemment destinée au transport civil. La première référence que l'on peut mentionner se trouve au livre 6, dans la première lettre à Atticus, et ainsi qu'au livre 2 des Philippiques, plus exactement au paragraphe 24. Or, pour revenir à César, un peu plus loin, dans le livre 5 que j'ai déjà cité tout à l'heure, il utilise le mot Ecedarius pour désigner les combattants bretons montés sur des chars, et plus exactement les chars qu'il mentionnait quelques paragraphes plus haut. Cassivellanos, comme nous l'avons montré plus haut, après avoir abandonné tout espoir d'affrontement, une fois la grande partie de ses troupes renvoyées, sauf environ 4000 Ecédères, surveilla notre avancée, etc. Et de même, dans le livre 7 des Lettres aux familiers, Cicéron fait mention des Ecédères en s'adressant à un certain Trébentius. Or, vous connaissez déjà ce passage, puisque j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les Andabates. Par rapprochement avec les Ecédères, connus pour être des gladiateurs, on a donc pensé que les Andabates en étaient aussi. Or, dans ce passage, comme je l'ai déjà précédemment expliqué, le contexte gladiatorien n'est pas du tout probable, et donc je propose de retirer cette occurrence du corps des mentions de Lécédère en tant que gladiateur, car selon moi, le contexte est très certainement éloigné de celui de la gladiature. On serait plutôt sur la mention de guerriers, peut-être des mêmes guerriers bretons auxquels César faisait lui-même référence. Qu'en est-il donc du gladiateur? Il est mentionné dans un certain nombre d'inscriptions épigraphiques, mais aussi de textes. Dans le TLL, donc le Thesaurus Linguae Latinae, il y a bien une entrée pour le terme Ecedarius en tant que gladiateur, mais il nous est expliqué que, en référence au sens que l'on trouve chez César, il s'agit forcément d'un gladiateur qui combattait depuis un char. On ne peut pas en vouloir aux auteurs du TLL d'avoir fait ce rapprochement, car en soi, il n'est absolument pas absurde. J'ai dû toutefois faire un petit peu le tri dans les occurrences mentionnées
dans l'article, car de toute évidence, elle n'était pas forcément liée à la gladiature. Pour ne citer qu'un exemple, on trouve le mot chez Sénèque, dans les lettres à Lucilius, et plus exactement au livre 3, lettre 29, paragraphe 6. Toutefois, il s'agit clairement d'une plaisanterie à propos d'un philosophe péripapéticien qui, comble de l'ironie, n'a jamais été vu en train de marcher, mais au contraire plutôt en train de conduire un chariot. Il n'y a donc aucune référence de près ou de loin à la gladiature dans ce passage. Je pense que Aesedarius ici veut tout simplement dire conducteur de char. Toutefois, je vous invite à aller consulter le TLL, car il y a de nombreuses occurrences épigraphiques qui sont répertoriées, et notamment en grec. Comme Mireille Ducrot l'a montré dans sa thèse de doctorat, les sédères étaient finalement assez populaires en Orient, mais on en trouve également quelques traces en Occident. Chez Suétone, dans la vie de Caligula, au paragraphe 35, il est clairement fait mention d'un certain Porcius Sédère qui décide magnanimement d'affranchir un de ses esclaves après un combat, et ce geste déclenche les ovations de la foule. Si bien que Caligula se vexe, décide de se lever, et dans sa précipitation, il marche sur un pan de sa toge et il trébuche devant tout le monde. Donc on peut constater que dans ce passage, il y a le terme munera juste à côté des Aesedarius. Ainsi, le contexte gladiatorien n'est absolument pas contestable. De même, toujours chez Suétone, mais cette fois-ci dans la vie de Claude, au chapitre 21, la rudis, donc la baguette de bois, et non pas l'épée de bois, bien une baguette en bois, qui affranchit le gladiateur de son engagement, est donnée par Claude à, justement, un Sédère. Là encore, le contexte gladiatorien ne semble pas pouvoir faire débat. Ces mentions semblent donc se passer d'explications, et ainsi on peut supposer que sous l'Empire, même à ses débuts, la panoplie existait, elle était aisément identifiable pour les contemporains, qu'il s'agisse de ceux de Caligula, de Claude, ou même ceux de Suétone, car, je le rappelle, Suétone écrit la vie des 12 Césars près d'un siècle après les deux empereurs que je viens de mentionner. Pour les textes grecs, a priori, le terme n'apparaîtrait qu'une seule fois. On le trouve chez Artimidore dans l'Oneirocriticon, au livre 2, paragraphe 32, et il s'agit du passage assez amusant sur l'interprétation des rêves de gladiateurs. Les sédères signifient que la femme sera paresseuse et sotte. Ainsi, il n'y a pas de doute sur l'existence de la panoplie, et avec le renfort bienvenu de l'épigraphie et des sources iconographiques, on est bien sûr de parler du même gladiateur. Je me permets à présent un moment un petit peu plus critique dans le catalogue des sources sur les sédères qui ont pu être recensées. Contrairement à ce que l'on trouve dans l'ouvrage d'Éric Tessier, La mort en face, qui est repris comme argent comptant dans la thèse de Mireille Ducrot, je pense que avancer que la première référence à un gladiateur d'origine ou d'inspiration celte serait déjà présente chez Tite-Live dans Labourbe Condicta et plus exactement au livre 39, n'a pas de pertinence. En effet, dans le texte, le consulaire Quinctius est dégradé du rang de sénateur en raison de ses mœurs dépravées et surtout de sa cruauté par Caton, qui est censeur à ce moment-là. Et entre autres infamies, Caton porte le dossier qui lui permet en fait de retirer la dignité sénatoriale à Quinctius. Entre autres choses, Caton accuse Quinctius d'avoir fait tuer un Gaulois
qui était venu en tant que transfuge lui demander sa protection pour sa famille et lui. Or, Quinctius, à ce moment-là, avait un invité, un certain Philippus le Punique, qui avait une réputation de débauché. Donc, tandis que le Gaulois demande, par l'intermédiaire d'un interprète, la protection de Quinctius, ce dernier s'en serait détourné brutalement et se serait adressé à Philippus en disant « Veux-tu, puisque tu as manqué le spectacle de gladiateur, voir mourir tout de suite ce Gaulois ?» Et sans attendre la réponse, Quinctius se jette sur le pauvre homme avec son glaive, le touche tout d'abord grièvement, et tandis que le Gaulois paniqué et blessé tente de s'enfuir, Quinctius le rattrape et l'achève. Ce passage est absolument atroce, mais quel est le rapport avec la gladiature? En effet, il n'y a même pas la mention d'un duel. Ce pauvre Gaulois en question est venu désarmé pour demander la protection d'un consul romain et il n'a pas eu l'occasion de se défendre, tout simplement. Donc le fait que Philippus aurait manqué un divertissement n'est finalement qu'une excuse pour Quinctius afin de laisser libre cours à sa violence et sa cruauté sur un homme vulnérable. Ainsi, je pense que ce passage n'a rien à voir avec notre propos. De même, je ne pense pas que Posidonius, au livre 23 de ses histoires, ferait mention de gladiateurs gaulois, comme il est rapporté par Athénée de Nocratis au livre 4, paragraphe 154 des Deipnosophistes. Donc oui, là on parle bien d'une source qui mentionnerait une autre source. Elle est absolument indirecte. Au prétexte que l'on a la description de Gaulois ripailleurs et querelleurs, alors si ça vous dit quelque chose, je pense que le préjugé vient sans doute de là. Avec les mots keltoi et monomakousin, effectivement, qui est le verbe qui peut être utilisé en grec pour désigner les combats de gladiateurs, le contexte, en revanche, ne semble pas du tout être gladiatorien. Et donc, si Posidonius est bien cité à la lettre, il n'y a a priori pas de raison d'en douter, il semble tout simplement décrire des mœurs gauloises. Or, la gladiature, c'est quand même plusquam Romanum, comme l'aurait dit Tite-Live. Enfin, faut-il vraiment revenir sur l'occurrence de la femme essédaire dans Satyricon? Bon, je ne vais pas y passer trop de temps. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur les femmes qui ont pratiqué la gladiature. Il s'agit d'un passage très ironique, très misogyne, sans doute obscène, sur des jeux organisés par un parvenu, donc forcément avec un certain mauvais goût. La femme qualifiée d'essédaire est précédée par des manius, c'est-à-dire des gaillards du peuple, et elle est suivie par l'intendant d'un certain Glycon, qui est livré aux bêtes pour avoir couché avec la femme de son maître. Donc le passage a très certainement une connotation graveleuse. Une femme combattante? Assurément non, mais la panoplie devait évoquer autre chose pour les contemporains, sans doute de façon misogyne et obscène. Maintenant que le tour des sources textuelles a été fait, regardons de plus près ce que nous indique l'iconographie. On constate que l'essédaire est toujours représenté avec un bouclier long, ovale, parfois lenticulaire, qui effectivement rappelle fortement le bouclier celte de l'âge du fer. L'essédaire porte bien un casque avec une protection faciale, comme toutes les armaturae à l'époque de l'apogée de la gladiature, donc sous l'Empire, à l'exception bien sûr du rétiaire, mais on peut constater que ce casque n'a pas de crête ni même de collerette. Ses deux jambes sont protégées, de la cheville au genou, apparemment sans protection métallique comme sur d'autres panoplies, par exemple les equites. Enfin, élément essentiel, il est armé non pas d'une dague, mais d'une arme plus longue, sans pour autant être clairement assimilable à un glaive ou encore une épée. En effet, on peut constater que la pointe a été cassée, très certainement pour éviter les estocs accidentels
et pour dissuader d'en faire volontairement. Les gladiateurs sont représentés le coude plié, l'arme au niveau de l'épaule, devant eux, contrairement aux autres panoplies, exception faite de l'équesse, qui sont représentés dans une position de garde avec la dague plutôt ramenée à la hanche. Cela veut donc très certainement dire que les essaidaires frappaient de taille et non pas tant d'entaille, comme les autres gladiateurs. On pourrait remarquer que le sang n'est pas représenté sur les attestations iconographiques des essaidaires, mais comme elles sont proportionnellement moins nombreuses que les autres panoplies, ce n'est pas un argument suffisant pour affirmer que les armes n'étaient pas affûtées et que le sang ne devait pas couler. L'usage du bouclier est également bien particulier. En effet, il n'est pas destiné à percuter. La forme lenticulaire ne le permet pas. Et même quand le bouclier est plat, ce n'est vraiment pas aussi efficace que le tranchant d'un scoutum. Ce bouclier est destiné à être tendu devant soi afin de former un cône de protection. Ainsi, ce bouclier s'utilise pour se protéger des coups de taille de l'adversaire, mais il permet également de se soustraire à la vue de l'adversaire le très court temps nécessaire pour prendre ou reprendre l'initiative. Ces résultats sont le fruit de protocoles d'expérimentation qui ont été menés par Acta il y a quelques années déjà, non seulement sur les sédères, mais avant tout sur le combattant celte dont ils dérivent. Malgré la tendance à la propagande républicaine, puis surtout impériale, les sédères, panoplie ethnique qui représente un peuple vaincu, mais assimilé très vite, n'affronte jamais qu'un autre essaidaire et non pas, par exemple, un provocateur. Également, une ancienne gladiature ethnique, mais du moins italique. En effet, cela n'aurait pas beaucoup de sens d'un point de vue technique, et sans doute, pour ne pas vexer les gallo-romains, l'essaidaire est assez rare en Occident, mais présent au moins à Rome. En revanche, en Orient, plus lointain, alors que le thrace est plus rare et l'oplomaque quasi inexistant, l'essaidaire paraît exotique et évoque certains vaincus, mais loin là-bas. Bref, un barbare. C'est